Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inspiration positive sur Fréquence Protestante. Nous nous retrouvons désormais une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois, pour cette émission qui respire le bien-être, le mieux vivre et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent notre quotidien ou notre environnement plus agréable. Alors dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Et parmi les cadeaux que s'échangeront les amoureux, il y aura certainement du parfum. Ce présent léger est pourtant un poids lourd du secteur du luxe en France. Alors jugez-en plutôt, avec près de 3 milliards de chiffres d'affaires par an, plus de 56 millions de flacons vendus, il s'écoule 1,6 flacons de parfum chaque seconde en France. Donc des chiffres qui, comme le parfum, font tourner la tête. Pourtant, le parfum est aussi vieux que les hommes eux-mêmes, il les relie même aux dieux. Et cette parure parfumée qui signe notre présence est bien plus qu'un accessoire, elle est essentielle à notre bien-être. Tout un programme. Bref, le parfum, c'est toute une histoire et ce sera notre sujet aujourd'hui. Je vous invite donc à voyager dans l'univers magique et poétique du parfum en compagnie d'Isabelle Sadou. Alors bonjour Isabelle. Bonjour Laurence. Vous êtes journaliste et votre domaine de prédilection justement c'est le parfum mais aussi les parfumeurs. Et vous animez, alors j'adore l'idée, un blog parfumé. Vous diffusez même, c'est le cas de le dire, une newsletter parfumée sur votre site donc qui s'appelle d'un mot à l'autre.com. On redonnera les coordonnées. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce que le parfum est aussi vieux que le monde ? Oui, on peut dire en effet que le parfum est aussi vieux que le monde. Il existe depuis la nuit des temps. Perfumum veut dire à travers la fumée. Et en fait, c'est un mode de communication avec les dieux, comme vous l'avez cité tout à l'heure. L'Égypte ancienne l'utilisait pour les fumigations rituelles. En Mésopotamie, on purifiait l'air. En Égypte antique, les plantes étaient très utilisées dans des mélanges olfactifs. En Grèce, le parfum asseyait le pouvoir religieux. Ouais. Et dans l'Empire romain, on rapportait des conquêtes, les épices et les encens. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait remonter l'histoire pour montrer à quel point le parfum est très présent dans nos vies. Donc c'est un produit qui est lié aussi à la richesse, au pouvoir. C'est un signe de richesse. Ouais. C'est un signe qui appartenait à l'élite depuis très longtemps. Ouais. Et avec une transcendance. Donc il s'élève vers le ciel et vers les cieux. Il s'élève. Alors j'ai lu quelque part que, en effet, l'encens, c'était l'escalier du ciel. Ah, c'est joli c'est une jolie effectivement, image. C'est très poétique. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de poésie dans cette émission et j'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment avec nous. Alors, à travers votre blog, vous présentez pas mal d'ouvrages et puis aussi beaucoup de portraits de personnes qui fabriquent, qui élaborent à la fois les parfums, mais aussi qui tournent autour de ces univers et puis de cet univers, et on parlera aussi des métiers du parfum. Moi, j'aime beaucoup l'idée, et vous défendez l'idée que le parfum, c'est un art. Alors, pas seulement un artisanat, c'est un art. Et les parfumeurs sont des artistes. Alors, est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Oui, volontiers. En effet, les parfumeurs sont des artistes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont liés à tous les autres arts. Ouais. La poésie, la littérature, et chacun emprunte des termes, les notes, les touches, les cuivres, les contrastes, les bases. Tous ces mots évoquent l'architecture, évoquent la littérature, la poésie, la cuisine aussi. On parle d'épicé, d'acidulé pour qualifier certains parfums. Et le nombre de métaphores, et la musique bien sûr, on disait les notes tout à l'heure, les touches. Et les métaphores poétiques sont impressionnantes. On parle d'un parfum, on parle de son corps, de son cœur, etc. Donc il y a tout un lexique, un champ lexical que le parfum emprunte aux autres arts. Et c'est en cela que les parfumeurs sont des artistes. La deuxième raison, c'est que on pense que être chimiste suffit pour être créateur de parfums. Non, ils ont une dimension. Il ne suffit pas de savoir assembler.
Non, ça suffit pas de savoir. Il faut bien plus que ça. Il faut des idées, il faut de l'imagination, D'accord. et il faut vouloir, comme les artistes, partager une émotion. Et c'est en cela où, dans mon blog et dans les interviews que je réalise pour présenter les parfums, et plutôt les parfumeurs, il y a cette dimension créative, émotionnelle qui leur appartient. Vous parlez d'une signature. Alors, la signature en parfum, certains artistes, du coup certains parfumeurs revendiquent avoir une signature en utilisant plus une matière qu'une autre. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement de parfumeurs un peu discrets, mais qui aimeraient se faire entendre, qui disent finalement les tableaux ont la signature des artistes, les œuvres musicales, on connaît leur signature. Pourquoi ne mettrions-nous pas un jour la signature de tel ou tel parfum sur le flacon ? D'accord. Parce qu'il y a une forme d'injustice dans la mesure où ces créateurs, alors souvent, soit ils sont intégrés à des maisons, ce sont des nés maisons, ou alors ils travaillent pour, alors on va dire pour des sous-traitants, même si le terme n'est pas exact, et vous le corrigerez. Mais une fois que le parfum qui appartient finalement à une marque a un nom qui est aussi, alors qui est évocateur, mais qui est aussi un nom commercial, on oublie presque le créateur derrière, hein. Même si certains sont restés célèbres, voilà. Mais en tout cas, on l'oublie. Aujourd'hui, si je vous disais, sans citer de marque ni de nom, qui a créé ce grand parfum dont on connaît et la marque et l'égérie, pas facile. Alors, on peut citer, puisque je crois que dans les intemporels, il y a des parfums qui traversent le temps. Je crois que dans les meilleures ventes, on va avoir, par exemple, le numéro 5 de Chanel. Alors, le citer, on va dire que ça fait partie du patrimoine culturel. C'est pas forcément un aspect publicitaire. C'est un parfum qui va avoir bientôt un siècle. Et c'est vrai que quand on y pense, on pense à sa créatrice, qui serait bien sûr la couturière Gabrielle Chanel. Mais derrière, il y a un homme, en fait. Alors, derrière, il y a un homme et il y a une équipe. Et elle a eu l'idée. Et comme d'autres parfums qui ont suivi, elle a propulsé certaines matières premières à l'époque pour créer ce parfum. Mais la formule et le créateur, bien sûr, ne sont pas connus du grand public. Comme aujourd'hui, si je vous dis Dior j'adore. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une femme française que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée, qui est une artiste qui est passionnante. D'accord. Donc, on peut penser, alors je ne sais pas si c'est au titre en tout cas de la propriété intellectuelle, mais au moins au titre de la reconnaissance, que nos parfumeurs, en tout cas les parfumeurs français, puissent avoir effectivement une griffe, une signature peut-être. On peut l'imaginer peut-être un jour. Alors on le verra peut-être, c'est formidable. Précisément, alors je parlais tout à l'heure du secteur du luxe. On sait que sur le marché du parfum, la France a une place privilégiée. D'ailleurs, on exporte énormément nos parfums, nos créations françaises. On dit aussi que la ville de Grasse, c'est le berceau du parfum. Je crois que c'est un endroit que vous connaissez bien. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, oui, en effet, Grasse, c'est le berceau de la parfumerie. Et depuis 2018, 2018, c'est devenu la capitale internationale reconnue pour ses savoir-faire par l'UNESCO. D'accord. Et donc cette reconnaissance aux yeux du monde valorise le territoire de Grasse. Donc il y a la ville de Grasse et puis il y a tout le territoire aux alentours. Pour aller régulièrement à Grasse, on voit que de plus en plus des terrains sont réattribués. On réattribue des terrains pour les plantes à parfum, pour la culture, plutôt que de faire des grands espaces immobiliers. Et puis Grasse est le berceau parce que de par son histoire et de son ensoleillement, il y a énormément de plantes à parfum qui sont récoltées. Donc Grasse étant le centre de la récolte, du négoce et du traitement des matières premières. Paris, celui de la création, de la fabrication et du conditionnement. Et jusqu'à il y a encore très peu de temps, Montpellier, pour les apothicaires, c'est une sorte de triangle d'or du parfum, donc, et qui est entretenu aujourd'hui. Oui. Avec ce savoir-faire donc qu'on trouve en France. Il y a une école du parfum. Il y a plusieurs écoles, et en particulier l'école supérieure du parfum qui a été créée à Paris, qui vient d'ouvrir à Grasse. Et puis il y a des écoles de formation continue dans des entreprises qui permettent à des adultes de se perfectionner ou de se former. Et ça se développe de plus en plus. Ouais. Et beaucoup d'étrangers viennent apprendre le métier du parfum à Grasse. À Grasse, d'accord. Comme d'autres viennent apprendre la cuisine en France et la gastronomie française, donc ça peut être tout à fait comparable avec effectivement ce savoir-faire. Donc un savoir-faire qui est traditionnel à la base ? Alors un savoir-faire qui est traditionnel et qui commence par un talent, un savoir-faire
savoir-faire qui est passionnant, qui est celui de la cueillette. D'accord. Les cueilleuses, on sait très bien que ce sont alors, il y a beaucoup de femmes, c'est pour ça que je dis cueilleuses, mais sans fleurs à parfum cueillies, il n'y aurait pas de parfum. Et récemment, il y a eu un colloque à Grasse qui a rendu hommage à tous ces métiers de la parfumerie au féminin et qui commence par ces cueilleuses, un métier qui se transmet de mère en fille. Et aujourd'hui, il y a quelques femmes qui se sont installées comme vraiment responsables de ces terrains et qui l'ont pris à cœur, qui ont à cœur de perpétuer cette tradition et ce savoir-faire. Parce que, alors, vous dites des femmes parce que cueillir, c'est quelque chose de délicat. On peut le dire comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Ouais, non, faire attention, il y a quand même des hommes qui viennent cueillir. Mais, non, mais sans faire de discrimination, mais l'idée, c'est ça. Voilà, l'idée, c'est ça. Quand on regarde une femme cueillir un jasmin ou une rose, il y a de par la fragilité de la fleur, il y a une délicatesse qui est nécessaire. Il y a certainement des hommes qui savent en faire preuve, mais et puis c'est transmis et c'est vrai que c'est une tradition. Parce que de la qualité des fleurs qu'on va recueillir va bien évidemment dépendre de la qualité du parfum et des molécules qui vont subsister, j'imagine. Exactement. Et c'est comme ça que aussi on réalise qu'on ne cueille pas une fleur à n'importe quelle heure de la journée, très tôt le matin. Ouais. Il y a des horaires à certaines saisons selon le climat et c'est vrai que plus la fleur est de qualité, plus le parfum s'avérera de qualité. D'accord. Et du coup, dans la production du parfum, les plantes qui viennent de Grasse, c'est encore une proportion qui est importante. Oui, ça représente encore... Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça l'est de plus en plus, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de terrains qui sont réattribués à la production. Il y a 3 fleurs qui prédominent dans les récoltes, c'est le jasmin, la tubéreuse et la rose centifolia. D'accord. Et ces trois fleurs sont produites et fournissent une majorité des parfumeurs français, mais bien sûr, il y a quand même beaucoup d'importations de pays d'Afrique du Nord, de Madagascar. On n'a pas de vanille à Grasse, etc. D'accord, ouais, d'accord. Donc, puisqu'il n'y a pas effectivement que les fleurs, on parlera tout à l'heure des matières premières. Mais rien que le fait d'évoquer le jasmin ou la rose, alors je ne sais pas pour vous et là où vous êtes, mais déjà ça embaume. Mm-hmm. Presque on arrive à les respirer, nous, ici, dans le studio. Alors, à défaut de respiration, je vais vous proposer une pause musicale. Isabelle, c'est vous qui avez choisi ce morceau, vous me l'avez suggéré, j'ai trouvé ça très joli et finalement, même si la thématique de rapprocher le parfum à la Saint-Valentin est un petit peu, c'est un petit peu une scie de l'année, mais c'est pas très grave. C'est un très joli morceau qui est extrait des Contes d'Hoffmann, donc de Jacques Offenbach, avec 2 sopranos qui ont des voix absolument extraordinaires, Anne-Sophie von Otter et Stéphanie Doustrac. Belle nuit aux nuits d'amour. Merci.
Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Que de douceur dans ces notes. Donc nous reprenons avec plaisir donc notre voyage parfumé. Et pour nous accompagner aujourd'hui, donc je suis avec Isabelle Sadou. Donc vous êtes journaliste, je le rappelle, et votre domaine, votre coup de cœur, j'ai envie de dire votre passion, c'est vraiment donc le parfum, mais aussi tous ces métiers de la parfumerie, ces artistes que sont les parfumeurs, et en particulier en France, on en parlait tout à l'heure. Alors le parfum, toute une histoire. On l'a un tout petit peu évoqué déjà avec les fleurs, mais j'aimerais que vous nous parliez des matières premières utilisées, donc pour composer les parfums. Alors on pense naturellement aux fleurs. Tout à l'heure vous me parliez de la vanille, donc il y a d'autres substances qui sont utilisées. Oui, alors il y a toutes les matières premières dont font partie les fleurs, et de plus en plus, comme on sait qu'on ne peut pas reproduire tous les parfums des fleurs, on a créé des matières de synthèse. Oui. Donc je ne vais pas les lister, ce serait laborieux, ouais. Mais elles se complètent. Les matières de synthèse, les matières premières de synthèse se complètent avec les matières premières et donnent de très très beaux parfums. Chanel numéro 5 de Chanel n'existerait pas sans certaines matières premières de synthèse, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire des études. On parlait tout à l'heure du métier de parfumeur, parce que ça ne s'improvise pas, et c'est pas en ayant quelques fleurs sous la main qu'on fait un parfum. Parce que parfois on peut isoler simplement certains composants, c'est ça, dans les matières synthétiques, les matières de synthèse, on va réussir à isoler quelques molécules et les reproduire, exactement. D'accord. Sinon, ça peut être des écorces, des végétaux. Alors des végétaux, oui, on l'a dit, des agrumes. Ça peut être des agrumes, ça peut être des écorces. Après, on peut isoler ou reproduire tout ce qu'il y a dans la nature. Ouais. Donc tout ça se distille toujours. Ouais, donc toujours cette fabrication qui est tout à fait artisanale. Et alors, donc vous nous disiez certains matériaux de synthèse, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un parfum qui soit totalement bio ? C'est en cours, ouais, totalement. Alors autre, bien évidemment, que d'avoir des huiles essentielles pures, puisqu'on peut peut-être rappeler aussi que dans le sud de la France, on élabore beaucoup d'huiles essentielles. Oui, c'est le fief des huiles essentielles, bien sûr. On peut imaginer, et il y a des marques qui travaillent à créer, à reproduire des parfums totalement bio avec des cultures issues de l'entreprise biologique. Après, comme tout progrès, c'est en cours. On va guetter la parfumerie bio qui fait beaucoup parler d'elle. Bon, mais il n'y a pas de parfum qui soit absolument vegan aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Alors tout à l'heure, on en parlait, puisqu'on encense littéralement le métier de nez. On dit toujours que le nez, finalement, c'est à la fois... Alors, un chef d'orchestre, puisqu'il va assembler des notes de tête, des notes de cœur. Il va composer. Il y a vraiment quelque chose. Mais c'est aussi un peu un sorcier, un alchimiste. Il y a un peu tous ces métiers qui sont mêlés. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez à la fois des nez, et puis peut-être que vous nous parliez aussi des autres métiers, parce que peut-être que dans nos plus jeunes auditeurs ou dans les parents qui nous écoutent, si c'est un univers qui vous fait rêver, de savoir qu'il y a d'autres matières. Alors peut-être que être né, c'est inné, ou ça s'apprend, je ne sais pas, dites-nous. Alors, être né, ça s'apprend. C'est laborieux. Et tous les nés, tous les créateurs de parfums vous diront que ça prend du temps, il faut de la patience, il faut de la mémoire. Ils travaillent. On dirait pas. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça leur tombe pas dessus comme ça. Non, ils travaillent. Ils doivent enregistrer, je vous parlais de mémoire à l'instant, plusieurs centaines de matières et d'odeurs, d'où cette nécessité d'avoir une très bonne mémoire. Mémoire olfactive, pour mémoire le coup. olfactive, exactement. Certains, l'autre jour, j'entendais Mathilde Laurent qui disait que de Cartier, le nez de Cartier, qu'il fallait 10 ans pour être né. Donc 10 ans, presque un médecin, quoi. Aujourd'hui, il y a des écoles de parfumerie dans lesquelles on apprend les différents métiers. Tout le monde dans ces écoles ne devient pas né. On peut devenir préparateur, évaluateur, on peut travailler dans le marketing, très important. Et toutes ces étapes qui aident à la création du parfum nécessitent des études. Il ne suffit pas d'être chimiste, comme on le disait tout à l'heure. Et finalement, le nez, comme vous l'avez très bien présenté tout à l'heure, va être un peu le chef d'orchestre, mais surtout c'est celui qui va être à l'origine de la création, qui va avoir la formule, qui va permettre
de suggérer, de présenter une émotion qu'il va vouloir partager. Ce qui veut dire que ça part d'une intuition ou d'une envie? Ça part d'une idée. D'accord. Alors, d'une idée. l'intuition, l'idée, on n'est pas loin. Beaucoup disent qu'ils partent d'une idée, d'un souvenir, d'une histoire qu'ils veulent raconter. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont en eux et qu'ils ont envie de partager. Et qu'ils vont traduire, finalement. Qu'ils traduisent exactement par une formule, parce que finalement, il faut toujours passer par cette formule. Et leur inspiration, leur création vient de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils partagent et de ce qu'ils ont envie de communiquer. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le nez qui est un peu le métier phare, ou en tout cas celui qui fait rêver dans l'univers de la parfumerie. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé du métier d'évaluateur. Alors, dit comme ça fait pas forcément rêver, mais c'est très important. J'ai rencontré une créatrice de parfum qui dit que sans l'évaluatrice, elle ne pourrait pas travailler. D'accord. Donc l'évaluatrice, c'est un peu le bras droit du nez. D'accord. Par définition, c'est la personne qui évalue les formules, qui va peser, sous-peser, qui va accompagner la formule jusqu'à l'idéal, et ensemble, ils vont pouvoir valider si l'intuition émise par le nez ou par le créateur tient la route. C'est-à-dire que pour faire des analogies, est-ce qu'on peut dire qu'elle compose la recette ? Les ingrédients, c'est un peu comme ça. Oui, c'est un beau duo. Donc c'est indispensable pour pouvoir après fournir un produit qui lui va être, on va dire quand même industrialisé. On est d'accord. Il faut que ça puisse être fabriqué. C'est un métier à part entière. Ouais. D'accord. Donc vous nous avez dit il y a une école à Grasse, c'est ça ? Il y a une école. Il y a plusieurs écoles à Grasse, dont l'école supérieure du parfum qui vient d'ouvrir ses portes et qui existait à Paris. À Paris, plutôt à Versailles. Oui. Il y a une école ancestrale qui s'appelle l'ISIPCA, qui est accolée à l'Osmothèque, qui est une association qui entretient la mémoire des parfums, qui recrée des parfums qui ont disparu du marché. Ils archivent les parfums, exactement. Extraordinaire. C'est fascinant, qui propose des conférences sur l'histoire du parfum ou des parfumeurs qui ressortent. Ça se trouve à Versailles ? Oui. D'accord. On peut le visiter ? Oui. D'accord, c'est bon à savoir. Comment vous appelez cet endroit ? Osmothèque. Osmothèque. Rien que le mot fait rêver. On archive des parfums, des odeurs. C'est assez merveilleux. Donc, cette école, en général, c'est des formations qui peuvent être sur combien de temps ? 5 ans. D'accord. Pour aboutir à entre 3 et 5 ans. Et après, on imagine beaucoup d'expériences. Beaucoup de stages. Ouais. Les années d'études sont ponctuées d'énormément de stages en France et à l'étranger. D'accord. Et après, on peut rejoindre... Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut rejoindre soit une marque, soit une société de composition, soit se mettre à son compte, c'est un peu plus laborieux. Mais d'être un mercenaire du parfum. Voilà. Et donc voilà, donc des possibilités. C'est vrai que c'est des univers avec un savoir-faire, un artisanat français qui peut faire rêver. Alors, on parlait justement de ces nez. On dit que souvent ils sont à la recherche de l'accord parfait. On est encore presque entre la musique et le parfum. L'accord parfait, c'est un peu leur Graal à eux. Ce parfum idéal, ce parfum rêvé finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parfumeurs que vous rencontrez ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de réaliser, comme j'ai envie de dire, presque comme chef-d'œuvre ? Oui. Alors, j'ai posé cette question à une créatrice à Grasse qui m'a répondu le parfum idéal, c'est celui qui plairait au plus grand nombre, celui qui ferait rêver ceux qui le sentiraient, qui soit le plus nombreux possible. D'accord. Donc, ça, c'est une réponse parmi d'autres. Ça serait intéressant de comparer leurs réponses à eux. Après, certains autres vous diront je ne le cherche pas, je n'ai pas de Graal, chaque parfum en est un. Au fur et à mesure de la création. C'est une découverte à chaque fois, d'accord. Donc il y a vraiment cette particularité que le parfum va être très lié. Il y a quand même un côté très affectif, ça va être très lié aussi aux émotions. Vous disiez souvent un parfum, ça traduit une émotion, un souvenir, mais ça en provoque aussi chez ceux qui portent ce parfum et qui vont finalement s'envelopper à la fois de ce sillage, de cette signature. Il y a tout un tas de choses qui Alors, traduisent à travers ça. On aborde en effet le rôle du parfum. Oui. Il faut pas oublier que, indépendamment du fait que ça a été un lien avec les dieux à l'origine, ça a été aussi pendant très longtemps un médicament, le parfum qui soigne. Donc ça, c'est une autre partie de notre histoire. Et puis avant de devenir un objet de séduction. Et comme vous le disiez, le parfum, on le choisit, on l'enveloppe pour se faire du bien, on se sent bien, on se sent beau, peut-être d'abord à soi. D'abord exactement. À soi, c'est pour ça que je le présente dans ce sens-là. Et après,
comme on va se sentir bien, une certaine pouvoir de séduction va nous envelopper et on va certainement attirer le ou la personne de ses rêves. Aujourd'hui, vous avez cité des chiffres faramineux parce qu'on offre le parfum, mais c'est délicat d'offrir un parfum. Moi, je suis assez d'accord avec vous parce que c'est comme imposer à quelqu'un une identité qui n'est pas forcément la sienne, alors que le parfum, c'est tellement personnel qu'on n'a vraiment pas envie forcément de porter des odeurs, enfin un parfum qui n'est pas le nôtre, qui ne nous ressemble pas. Dans lequel on se sent un pas parfum que vous allez bien. mettre sur votre peau ne va pas sentir la même chose que sur la peau d'autrui. C'est clair. Écoutez, Isabelle, merci. On pourrait passer des heures. C'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à dire sur le parfum qu'on pourrait faire sans doute plein d'émissions, parce qu'on sait aussi que le parfum soigne. Alors, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais vous m'aviez expliqué à quel point aujourd'hui les malades d'Alzheimer peuvent être aussi accompagnés, voilà, avec ces odeurs. Comment vous appelez ça? L'olfactothérapie. Olfactothérapie, voilà. L'aromathérapie, c'est énormément de termes tout à fait merveilleux, et c'est vrai qu'ils nous font tout de suite partir, qu'ils nous font rêver. Alors, on va vous donner quand même encore quelques pistes si vous voulez aller plus loin et découvrir l'univers du parfum. Alors, Saint-Valentin parfum, oui, mais pourquoi pas un petit week-end à Grasse, puisque tout à l'heure vous nous avez parlé donc du Musée international de la parfumerie, donc qui se trouve à Grasse. Ça peut être une occasion de quitter la région parisienne et puis d'aller passer un week-end à deux pour aller visiter cet endroit, et pourquoi pas les champs de jasmin dont on sent le parfum à l'odeur jusqu'ici. On peut rappeler aussi qu'à Paris, on a un musée, donc qui est celui d'une marque, le musée du parfum Fragonard, qui se trouve au square de l'Opéra, mais qu'on peut tout à fait visiter. Et puis, je vous invite, comme toujours avec cette émission, à aller retrouver un article, et plusieurs articles d'ailleurs, sur le blog donc d'Inspiration Positive. Je vous redonne l'adresse, c'est Inspiration Positive au pluriel, .wordpress.com, et vous avez également notre page Facebook. Et puis, il y a aussi notre compte Instagram, avec le compte Instagram de Fréquence Protestante. N'hésitez pas à devenir ami, à le liker, @Fréquence Protestante. Voilà, donc si vous avez aimé cette émission, vous allez pouvoir d'ici peu la réécouter, ou même la faire écouter à vos amis qui n'auraient pas eu la chance de nous suivre, puisque l'émission sera disponible dans quelques minutes, heures, voilà, à peine, en podcast, donc sur le site de Fréquence Protestante. Ceci me donne l'occasion de remercier Arnaud qui était aujourd'hui avec nous à la technique. Et puis quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine émission, ce sera le 10 mars, donc dans un mois, avec un thème tout à fait différent, mais aussi inspirant. Je m'équipe pour pas cher dans une ressourcerie. D'ici là, portez-vous bien.